يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs d'Al24 News, merci de nous rejoindre et bienvenue au Pro de l'écho, l'émission 100% économique. Et comme tous les jeudis, je suis bien évidemment heureux de vous retrouver car durant les prochaines 45 minutes, nous allons ensemble poursuivre notre saga dédiée aux problématiques de la finance mondiale avec un dernier phénomène et non pas des moindres. Il s'agit du shadow banking ou la finance de l'ombre, ce système non bancaire qui, selon plusieurs experts, représenterait une réelle menace sur le système financier international à cause de son caractère non contrôlé. Le FMI estime que ce système parallèle symbolise en fait l'une des nombreuses défaillances du système financier qui ont conduit à la crise financière mondiale de 2008. Shadow banking, finance de l'ombre et les dérives du secteur non bancaire. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Et pour en débattre ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir depuis Lausanne en Suisse Mirette Zaki. Vous êtes journaliste économique et financière chez Blick entre autres et vous êtes l'auteur de La finance de l'ombre a pris le contrôle. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Merci beaucoup, avec plaisir. Et pour vous accompagner, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Pascal Delima. Vous êtes économiste et conférencier, auteur entre autres de Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors le shadow banking, que se cache-t-il derrière ce concept plutôt méconnu du grand public? La réponse dans ce sujet préparé par la rédaction des Pros de l'écho. Combien de facettes cachées a-t-elle? Combien de visages? La finance mondiale ne cesse d'alimenter les fantasmes depuis les premières crises, désormais devenues cycliques. C'est aussi le cas pour le shadow banking, ou la finance de l'ombre, une activité financière qui ne recouvre pas forcément un univers illégal ou occulte, mais qui n'est pas pour autant soumise à la réglementation bancaire traditionnelle, plutôt borderline. Le shadow banking serait apparu dans les années 80 avec la titrisation. Il s'agit d'une technique consistant à sortir les actifs les plus risqués du bilan d'une banque, puis à les revendre à d'autres investisseurs via un fonds de créances spécialisé. En d'autres termes, il s'agit d'activités d'entités participant au financement de l'économie, sans toutefois appartenir au circuit bancaire dit classique. Mais qui sont ces entités et pourquoi cette pratique menacerait-elle la stabilité du système financier ? Il s'agit dans la plupart des cas de fonds d'investissement de hedge funds ou fonds spéculatifs également, qui récupèrent le crédit octroyé par des firmes non bancaires à des investisseurs. Le shadow banking représente un danger potentiel sur la finance mondiale de par son caractère particulier qui échappe au contrôle des superviseurs. L'intermédiation financière non bancaire a continué à croître depuis plusieurs années. En 2018, elle a atteint les 51 000 milliards de dollars selon un rapport publié par le Conseil de stabilité financière. De son côté, le Fonds monétaire international a lié le risque que représenterait cette finance de l'ombre sur le système global à la crise financière de 2008. Selon l'institution de Bretton Woods, les problèmes sont survenus pendant la crise financière mondiale, lorsque les investisseurs sont devenus nerveux quant à la valeur réelle de ces actifs à plus long terme et que beaucoup ont décidé de retirer leurs fonds immédiatement. Au plus fort de la crise, tant d'investisseurs se sont retirés, ne voulant pas réinvestir leurs fonds, que de nombreuses institutions financières bancaires et non bancaires ont rencontré de sérieuses difficultés. Risque de constitution de poches de liquidités non régulées, levier excessif, transfert de risques imparfaits, le shadow banking fait peser une chape de plomb sur le système bancaire au regard des risques intrinsèques qui lui fait courir, le principe même d'un système parallèle. Allez, sans plus tarder, place au débat de suite et l'on va commencer avec vous, madame Zaki. Qu'est-ce que le shadow banking, tout simplement? C'est toute cette masse de crédit que des acteurs non bancaires vont prendre à un moment donné, que ce soit des fonds d'investissement, des fonds spéculatifs, des fonds de marché monétaire, des véhicules hors bilan spéciaux. C'est tous ces acteurs non bancaires, si vous voulez, qui s'endettent
peuvent s'endetter à très court terme, ils peuvent s'endetter avec du levier, ils peuvent s'endetter et prêter à quelqu'un qui va s'endetter lui aussi plus loin. C'est toute une cascade de crédits très spéculatifs et non provisionnés qui se fait hors des banques. Ces acteurs, les hedge funds, les fonds d'investissement, ils se prêtent entre eux. Ils prêtent à des banques, ils prêtent à des entreprises et il y a même des prêteurs hypothécaires aussi qui interviennent sur ce marché, qui sont considérés aussi comme faisant partie de la finance non bancaire. Et la finance de pair à pair fait aussi partie, c'est-à-dire les individus qui se prêtent entre eux directement. Tous ces prêts en direct qui ne passent pas par des banques, une partie d'entre eux, très importante, est extrêmement spéculative, non provisionnée et constitue un danger. Quand est-ce qu'elle constitue un danger? Quand les taux d'intérêt remontent, parce que notre monde a vécu au moins 15 ans dans un régime de taux d'intérêt zéro qui a alimenté cette masse. Très bien, alors pourquoi est-il justement si difficile à cerner ce concept du shadow banking et est-ce que les banques justement elles-mêmes n'agissent-elles pas dans leur propre ombre pour favoriser l'émergence d'une espèce de finance parallèle qui échappe au contrôle du régulateur? Vous me demandez à moi? Oui, alors, oui, à vous, Madame Zaki. Il est difficile à cerner parce que les rapports sur le shadow banking sont écrits de manière extrêmement technique. Seuls des spécialistes du monde prudentiel, du monde réglementaire peuvent quasiment les comprendre. C'est donc très hermétique au commun des mortels. Il y a très peu d'articles qui sortent sur ce qu'est le shadow banking. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le système financier, c'est la finance non bancaire. En tout cas pour le marché anglo-saxon. Je ne parle pas d'un pays comme l'Algérie ou d'autres pays qui ont des marchés financiers classiques et pas très développés, mais d'un marché anglo-saxon ultra développé, la finance non bancaire, il domine aujourd'hui la finance bancaire parce que c'est beaucoup moins réglementé que la finance bancaire et donc c'est là que toute la spéculation et toute la prise de risque aujourd'hui se concentre. Et vous avez dit que les banques agissaient dans l'ombre de cette finance non bancaire. Oui, les banques, leur partie hors bilan, elles ont des activités qui ne sont pas sur leur bilan et ces activités-là sont directement exposées à ce marché et ne peuvent pas non plus supporter une remontée des taux d'intérêt. Très bien, merci pour cette entrée en matière. Pascal de Lima, je me tourne vers vous. Alors si l'on comprend bien de la manière dont on définit le shadow banking, il s'agit d'une pratique qui n'est pas tout à fait irrégulière, mais qui n'est pas non plus salutaire dans le monde de la finance. Comment expliquer cette espèce de dichotomie d'après vous? Ben non, disons qu'elle n'est pas réglementée, c'est vrai, elle n'est pas totalement réglementée, il y a quand même des éléments de réglementation, je parle de la zone Union européenne, hein, que je connais un peu plus évidemment, et bien sûr qu'elle n'est pas illégale, parce que ce sont en fait des montages, si vous voulez, qui a priori des montages assez complexes, hein, qui consistent effectivement à faire sortir de l'actif d'une banque un certain nombre de crédits, puis de les noter ensuite en fonction de leur qualité. Et donc il y a une certaine justification économique à le faire parce que les ratios prudentiels, ce qu'on appelle les ratios de solidité, vont apparaître meilleurs du point de vue de la réglementation aussi. Donc c'est une activité un peu stratégique dans l'ombre, c'est très exact, et qui en même temps, pas dans l'ombre en fait, font apparaître des indicateurs comptables qui sont meilleurs. Donc finalement, on est un petit peu dans cette ambiguïté de laisser faire. En plus, globalement quand même, il y a eu une crise financière en 2008-2009, hein, bien évidemment. Il y a aussi aujourd'hui des interrogations, hein, parce que on a effectivement une explosion de cette banque de l'ombre, de cette finance de l'ombre, mais quelque part, ça a aussi permis à un certain nombre d'acteurs économiques, de particuliers, de pouvoir avoir accès aussi au crédit, d'entreprises, de pouvoir avoir accès au crédit, sans que ça se passe mal, à condition que la croissance économique soit là. Et c'est là tout le problème. Donc une fois que la croissance économique se retourne, on est bien embêté parce que si tant est que le système est solide, ça peut encore passer. Si tant est qu'on ait une affaire comme Crédit Suisse ou Deutsche Bank, là, il peut y avoir des soucis. Très bien, merci Pascal de Lima. Alors Madame Zaki, dans une économie mondiale et une sphère financière plutôt fragilisée, je pense que c'est le moins que l'on puisse dire. Quels seraient les principaux risques liés au shadow banking?
et qui pèserait sur la stabilité du système financier international à l'heure actuelle. Comme dit M. Lima, le shadow banking est superbe par beau temps quand les marchés montent. Il a besoin que les marchés montent et que les liquidités. Oui, il semblerait. Dès que ces conditions changent, on a face à nous une bombe. Oui, il semblerait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Dès que les conditions changent, dès que les conditions se détériorent, dès que les marchés baissent, dès que les liquidités des banques centrales se font rares et dès que les taux d'intérêt montent, le shadow banking devient une bombe qui ne peut pas rester telle qu'elle sans se désendetter parce qu'elle est littéralement insolvable avec de taux d'intérêt plus élevés. C'est une masse de crédit qui ne peut pas supporter un coût de la dette trop élevé. Et c'est exactement dans cette situation qu'on est maintenant. Pourquoi ça devient systémique? Parce que toutes les banques qui ont des activités de marché, qui ont des clients parmi les hedge funds, parmi les fonds de capital investissement, qui ont elles-mêmes des activités hors bilan, eh ben, elles sont exposées en première loge au système non bancaire. Et quand ce système non bancaire devient fragilisé, c'est une courroie de transmission qui va directement transmettre les risques à l'intérieur de ces banques. Donc ces banques ont beau être bien capitalisées elles-mêmes et corsetées par la réglementation, elles importent les risques du shadow banking. C'est ce qui explique que quand Crédit Suisse a fait faillite, le montant des liquidités que la Banque centrale suisse a dû mettre était infiniment plus grand qu'en 2008, alors qu'en 2008, Crédit Suisse était 3 fois plus grand. Qu'est-ce que ça vous dit, ce que je viens de dire? Les liquidités que les banques centrales mettent maintenant pour Silicon Valley Bank et Crédit Suisse sont beaucoup plus grandes pour des banques qui sont beaucoup plus petites qu'à l'époque. Oui. Leur bilan, Crédit Suisse, son bilan, il a été réduit de 3 par rapport à 2007. Ça veut dire que c'est l'exposition de Crédit Suisse au système non bancaire, à tous les produits dérivés non provisionnés, à tous les produits à levier maximal, à tous les produits sur marge, à tout le trading offshore, à toute cette activité-là qui n'a pas de fonds propres. C'est cette exposition-là d'une banque comme Crédit Suisse qui a fait peur aux investisseurs. Et donc, Crédit Suisse, comme Silicon Valley Bank, en fait, leur seul bilan à elles, s'il y a des fonds propres, eh ben, ça ne suffit plus à le sécuriser parce que la courroie de transmission, c'est le système non bancaire. Quand les taux d'intérêt montent, c'est par les taux d'intérêt que les risques se transmettent. Tout d'un coup, Crédit Suisse est exposé à un marché qui est peu solvable, où il y a toute une masse de crédits à très court terme qui ne sont pas provisionnés. Et pourquoi est-ce qu'on a laissé ce shadow banking sans réglementation ? La justification la plus répandue, c'est qu'ils n'ont pas de déposants, ce qui est vrai. Oui. La différence entre un hedge fund et une banque, c'est qu'un hedge fund n'a pas de déposants. Mais comme je viens de vous l'expliquer, en fait, un hedge fund transmet du risque systémique à une banque. Et la banque, elle a des déposants. Donc, il faut qu'on revoie la réglementation du système financier parce que ces courroies de transmission, elles existent. Donc, par voie de conséquence, ce sont les déposants qui héritent du risque, tout simplement. Directement, oui. Tout à fait, vous l'avez dit. Très bien, merci Madame Mireille Zaki. Alors, beaucoup d'experts, Pascal de Lima, s'accordent à dire aujourd'hui que ce qui menace la sphère financière, ce n'est plus le bilan des banques, comme le précisait à l'instant Mireille Zaki, mais plutôt le hors-bilan. Est-ce vrai et est-ce surtout vraisemblable ? Oui, bon, bien sûr, et comme ça a été très bien expliqué, autour de ce hors-bilan, si vous voulez, de ces opérations qui sont titrisées, segmentées, puis matérialisées par des titres financiers et puis vendues sur les marchés financiers à des hedge funds, des sociétés de gestion d'actifs, portent en eux un certain nombre de risques qui sont bien connus en économie financière. Il y a d'abord le risque de liquidité, parce qu'effectivement, toute la chaîne, en fait, au niveau des banques traditionnelles, quand vous avez un run deposit, une panique pour une raison ou une autre, une hausse des taux, trop de crédits à taux variable, eh bien, vous avez un run deposit. Et donc, finalement, ça a créé de l'incertitude aussi sur la titrisation de cette banque, matérialisée par ce titre, qui peut aussi s'effondrer et donc créer de la défiance. Donc, le hors-bilan, il est à l'origine un petit peu d'un certain nombre d'opérations qui posent la question du risque de liquidité. Puis, vous avez aussi, bien évidemment, le risque de crédit, basiquement, puisque
ces opérations ne sont pas autant réglementées. Je ne veux pas dire pas réglementées. Il y a des choses qui ont avancé depuis la crise financière, mais quand même qui restent aujourd'hui plus risquées. Forcément, les ratios de crédit sont pas les mêmes, et donc vous êtes incité à plus prêter pour essayer d'amplifier encore cet effet de levier lorsque les taux sont à la hausse, et donc vous prenez automatiquement plus de risques. Puis vous avez aussi le risque de système qui est important, qui est lié à l'interdépendance entre les banques traditionnelles et à l'interdépendance entre les différents produits dérivés structurés de la finance de l'ombre qui elles-mêmes sont reliées, évidemment, vous l'avez bien compris, avec les banques traditionnelles. Oui. Donc il y a aussi un risque de système qui est important, qui se matérialise souvent par des paniques sur les marchés interbancaires et donc une hausse de taux qui vient encore amplifier le phénomène, si vous voulez, et que les banques se mettent finalement à se défier entre elles. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2008, dans la crise financière, et effectivement, récemment, je tiens à le préciser, sur cette affaire de la Silicon Valley Bank, SVB, on a vu les taux interbancaires un petit peu monter quand même, on le dit assez peu. On dit souvent, et moi j'ai fait l'erreur de le dire un peu, qu'il n'y avait pas vraiment de courroie de transmission, c'est très localisé, etc. Mais quand on observe bien statistiquement les taux d'intérêt interbancaires en Europe, eh bien on voit quand même qu'ils ont augmenté. Donc il y a risque de liquidité, risque de système. Il y a aussi un risque opérationnel parce que le risque de fraude est plus élevé aussi dans le shadow banking. Oui. Toutes ces opérations de hors bilan, derrière, cachent aussi, lorsqu'elles sont hébergées dans une finance de l'ombre, un risque de fraude plus important, puisque des risques opérationnels, ça s'appelle. Donc, tout cela, évidemment, doit faire l'objet d'une révision de la régulation. Je suis pas sûr que ce soit la régulation au sens réglementation du secteur bancaire qu'il faille forcément renforcer. Mais pourquoi ne pas imaginer aussi un renforcement, tout simplement, de la finance de l'ombre, qui serait donc moins dans l'ombre et qui peu à peu serait réglementée. Il y a des petites choses qui sont faites en Union européenne, attention. Il y a quand même, attention, il y a un certain nombre de produits dérivés, en particulier sur les marchés monétaires, qui aujourd'hui n'existent plus du fait de la crise financière. Il y a des progrès sur les banques en Europe. Je suis plus inquiet, comme ça a été très bien dit, sur les États-Unis, où la finance de l'ombre, par contre, est plus élevée que la finance traditionnelle. Sur les pays anglo-saxons, on va donner des chiffres justement par rapport à la Voilà, il y a un petit peu plus d'inquiétude que sur l'Union européenne. Très bien, merci Pascal Delima. Miret Zaki, alors vous qui avez si longtemps étudié le phénomène du shadow banking, pouvez-vous nous dire qui se cache derrière cette activité? Quelle est la position des gouvernements européens vis-à-vis du secteur non bancaire justement? Donc, qui se cache derrière cette activité sur les marchés? Alors, ça va être, comme on l'a dit, les fonds spéculatifs, qui sont devenus un énorme secteur de plus de quasiment 5 000 milliards. Les fonds de capital investissement aussi sont d'une taille de 5 000 milliards. C'est des gigantesques masses d'actifs gérées pour de la clientèle de la part d'acteurs qui eux-mêmes peuvent faire tout ce que les banques, en gros, ne peuvent pas faire. Ensuite, des exemples, Madame Zaki? Alors, par exemple, un exemple de hedge fund, les hedge funds attendez, j'ai un blanc. C'est pas grave, vous pouvez continuer. Il y a énormément de hedge funds. Il y a des attends, je vais tout de suite vous dire ça. Ne bougez pas. Donc, il y a le fonds de Kenneth de Monsieur Griffiths, le fameux fonds de Griffiths qui s'appelle Kenneth Griffiths Citadel, un gigantesque hedge fund. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les fonds de Soros, bien sûr. Et il y a les fonds... Et donc ces fonds-là récupèrent une partie des activités, tout simplement, que les banques ne sont pas, entre guillemets, autorisées à voilà. C'est-à-dire toutes ces activités que les banques faisaient pour leur compte propre. Elles avaient un desk de trading pour compte propre, qu'on appelait le desk de trading Nostro, où elles pouvaient se permettre de spéculer et de s'amuser avec de l'argent de la banque. Et donc depuis 2008, c'est devenu un peu compliqué de le faire hors de l'ombre. Alors dans les plus gros, il y a Bridgewater.
Associates, 126 milliards, c'est un fonds du Connecticut, Renaissance Technologies, Millennium Management, on a dit Citadel, D.E. Shaw, Two Sigma, Farallon Capital, Davidson, The Children Investment Fund, très très connu. Donc on a bien compris que la plupart sont hébergés aux États-Unis. Alors, bien sûr, et aussi à Londres, les fonds londoniens, c'est ces mêmes fonds qui, au moment d'attaquer la dette grecque, ils s'étaient concertés, j'avais écrit ça dans un livre aussi, ils s'étaient concertés pour attaquer ensemble la dette grecque, et après quoi, ils ont commencé à attaquer la dette de tous les pays périphériques de la zone euro, puis des pays moins périphériques comme l'Italie et la Belgique, et finalement, les actions des banques européennes. Et comment on a stoppé ça? C'est quand la Banque Centrale Européenne, avec Mario Draghi qui venait d'arriver en 2012, a dit « Je mettrai tous les moyens, c'est-à-dire je vais créer énormément de monnaie pour acheter dans l'autre sens. Et vous qui vendez ces titres, je vais acheter contre vous et vous allez être complètement pris au dépourvu. Oui. Et croyez-moi, ça va suffire. » Et à ce moment-là, il avait cessé les attaques des hedge funds, les Red Baissiers avaient cessé. Pourquoi ? Parce que le seul acteur qui peut vaincre tous ces acteurs spéculatifs, c'est les banques centrales. C'est les banques centrales, mais les banques centrales, quand elles créent de la monnaie, elles dévaluent votre épargne. Oui. Si vous êtes basé en euros et en dollars, et même en francs suisses. Et elles perdent le contrôle sur l'inflation également. Exactement. Donc la création monétaire pour contrer la finance de l'ombre, elle a un coût pour l'épargnant, le salarié. Oui. Notre pouvoir d'achat, il diminue, pas chez vous en Algérie, mais si vous êtes basé en dollars ou en livres sterling ou en euros, forcément que toute cette création monétaire vous fait perdre votre pouvoir d'achat. Et on peut très facilement le vérifier en comparant ces monnaies au cours de l'or. Oui. Il faut 4 fois plus de dollars et d'euros aujourd'hui qu'il y a 20 ans pour acheter la même once d'or qu'il y a 20 ans. À votre avis, pourquoi ? À cause de toute cette débauchage de création monétaire qui est destinée à renflouer un système qui ne vit et ne respire que par les liquidités. Et donc, à l'arrivée, on se retrouve avec une masse monétaire qui échappe à tout contrôle, y compris chez les banques centrales qui l'ont elles-mêmes favorisée. Alors après, on a surtout de la création d'inflation, une dévaluation des monnaies, et après, elles doivent relever les taux d'intérêt et ça recommence. Voilà. Les taux d'intérêt menacent le système, il faut de nouveau baisser les taux d'intérêt et réinjecter des liquidités. C'est un système qui coûte beaucoup trop cher à tout le monde, donc il faut réduire la spéculation, c'est-à-dire désendetter, réduire le levier, réduire les comptes sur marge, énormément réduire toute la dette spéculative, celle des produits dérivés, des produits structurés, des cascades de produits qui ont tous des dettes, ils empruntent à 0, ils prêtent à 1, l'autre il emprunte à 1, il prête à 2, l'autre il emprunte à 2, il prête à 3. Vous avez des systèmes comme ça de cascades de crédits spéculatifs et qui sont hyper vulnérables. Pourtant, les banques centrales leur ont laissé 1 année pour se désendetter avant de commencer à relever les taux. Mais ça n'a pas suffi. Et l'autre chose qu'on n'a pas mentionné aussi, Monsieur Lima en a un peu parlé, c'est les bilans des banques elles-mêmes qui contiennent des fonds propres. Malheureusement, il y a beaucoup de complaisance dans ces fonds propres. Par exemple, on a dit que les obligations d'État étaient un fonds propre, une qualité de fonds propre qui était valable. Mais les obligations d'État, elles aussi, quand les taux d'intérêt montent, leur valeur chute. Et c'est ce qui a fait que Silicon Valley Bank, au départ, a fait l'objet de rumeurs qui se sont propagées à Crédit Suisse. Donc, les bilans eux-mêmes des banques, les fonds propres n'étaient pas non plus assez solides. Parce qu'on ne veut pas mettre de fonds propres nulle part. On veut économiser des fonds propres et on veut vivre de la dette. On est dans une économie qui est vraiment très habituée à la dette et qui ne sait plus quoi faire dès qu'elle doit se désendetter. Et donc, c'est toute une culture de la dette qui doit disparaître, sinon on va tous être pris en otage par cette montagne de dette qui ne supporte plus les taux d'intérêt. Et quand il n'y a pas de taux d'intérêt, moi, en tant qu'épargnante, si j'ai des avoirs à la banque, je ne peux plus avoir des intérêts dessus. Donc, on lèse la plupart des épargnants et les retraités pour financer le système non bancaire, le système financier, la finance non bancaire et ses excès d'endettement. Très bien, merci Mireille Zeki pour ces explications. Alors Pascal de Lima, jusqu'à quand est-ce que l'économie mondiale pourra-t-elle supporter qu'il y ait en dehors du secteur dit régulier des électrons libres, permettez-moi cette expression, qui agissent dans l'ombre de la finance en échappant au contrôle des superviseurs et autres contrôleurs? Bien, en fait, la réponse est un peu dans la question, dans le sens où jusqu'à quand? Jusqu'à tant que on n'a pas de nouvelles crises financières comme celle de 2008-2009. Tant que le système, tant que la liquidité,
tant qu'il y a encore une économie traditionnelle, industrielle, qui fonctionne, tant qu'il y a la City, tant qu'il y a, comme on le dit en équilibre, en économie, un équilibre de Pareto quelque part, le système risque de perdurer de cette façon-là. C'est-à-dire que vous avez toujours le risque de voir se développer une économie aussi parallèle, qui est d'ailleurs parallèle à la finance de l'ombre également, hein, et qui fonctionne souvent par le biais de crédits extrêmement risqués, parfois sur des projets qui sont pas toujours très tangibles. On l'a vu avec la remise en cause du monde de la tech récent, avec tous ces licenciements au top des GAFAM, mais qui par harcèlement ont aussi touché toute la tech. Apple, Microsoft, Facebook. Ouais, tout à fait. Donc, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des remises en cause aujourd'hui de ce modèle d'ultra-liquidité qui est aussi supporté par des banques traditionnelles qui réalisent des opérations un tout petit peu dans la finance de l'ombre pour soulager les bilans. Et donc, tout ça, ça y contribue. Mais tant qu'on a quand même une partie de l'économie qui s'effondre pas finalement, et que quelque part on a accès au crédit immobilier, au crédit investissement, au capital risque, finalement aussi aux innovations, et que finalement on parvient à trouver, c'est un jeu à somme nulle, et que quand quelque part la partie négative est un peu compensée par une partie plus positive, je fais pas bien sûr l'apologie de la finance de l'ombre, loin de là, qui d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, qui est pas illégal, hein, encore une fois, et les régulateurs sont extrêmement conscients de ce qui se passe. Mais si vous voulez, ce petit jeu un peu d'économie, de jeu à somme nulle, risque de perdurer. La crise financière de 2007, 2008, 2009 a été un cataclysme considérable, mais là, pour le coup, en Europe, la chose a été un petit peu amortie parce qu'il y a l'intervention de l'État aussi. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. Si une nouvelle crise financière que certains anticipent, hein, vous savez, on va en parler, arrivait, alors là, c'est plus le même problème parce qu'on sort de la crise Covid, on a une année 2023 qui s'annonce difficile et le quoi qu'il en coûte, ces dépenses à outrance sur la base de la dette, finalement publique en l'occurrence ici, mais elle est très corrélée à la dette privée, hein, faut pas croire. Et bien là, par contre, je suis plus inquiet. Mais tant qu'il y a cette fameuse équilibre-là, quelque part, je pense qu'il y a bon nombre d'acteurs qui se contentent de cela. Évidemment, on ne rentre pas dans le détail du détail, qui est le creusement des inégalités que ça peut occasionner aussi dans l'économie réelle. Qui est encore un autre sujet, mais bon, qui est un autre chapitre d'un livre, mais qu'il faut aussi souligner. Très bien, Pascal Delima. Alors, Madame Zaki, je reviens vers vous encore une fois. Alors, selon le FMI, les entités bancaires parallèles se caractérisaient par un manque de divulgation et d'information sur la valeur de leurs actifs ou parfois même sur la nature de ces actifs. Alors, des structures de gouvernance et de propriété opaques contre les banques et les banques parallèles. Est-ce que tout cela est vrai, Madame Zaki? Bien sûr. Les hedge funds, par exemple, ne sont pas tenus de publier des rapports trimestriels comme les banques. Ils sont pas eux-mêmes ils sont rarement cotés en bourse et on ne connaît pas ni leur stratégie, ni leurs actifs en détail, ni les marchés vraiment sur lesquels ils prennent des risques. Et ça reste tout ça très opaque. Ça a été voulu aussi par un lobbying massif. On parlait du fonds Citadel tout à l'heure. Eh bien, son fondateur, Kenneth Griffiths, est vraiment quelqu'un de très influent à Washington, au Parlement, auprès des congressmen, etc. Soros également, etc. Et beaucoup de ces hedge funders. Et donc, on a maintenu soigneusement ces contraintes réglementaires loin des fonds spéculatifs, mais aussi des fonds de private equity qu'on n'a pas cités tout à l'heure, comme Blackstone, par exemple, immobilier. Et d'autres. Pardon ? Je disais des fonds qui investissent dans l'immobilier. Non, ils investissent dans tout ce qui n'est pas coté en bourse. Oui, très bien. Alors ça, c'est énorme comme secteur, énorme. Ça équivaut maintenant au hedge fund, sauf que c'est dans le non-coté. Et c'est aussi des gens très puissants qui ont lobbyé pour ne pas qu'il y ait plus de transparence sur leurs investissements
Et ils disent que c'est ce qui fait le succès de leur stratégie. Si publiaient leur stratégie, elles auraient moins de succès. Donc, il y a tout un argumentaire pour justifier ça. Mais toujours est-il que même le rapport du G20 sur le shadow banking, c'est simplement d'aller vers chacun de ces fonds et de lui demander de bien vouloir donner des informations qu'ils donnent avec quelques réticences, mais qu'ils acceptent de donner en échange du fait que le rapport reste relativement positif. Et donc, les informations manquent. Quand Crédit Suisse a été exposé au fonds spéculatif Archegos, il y avait rien dans le rapport annuel même de Crédit Suisse qui permettait d'anticiper ça. Donc, même dans les rapports des banques, on n'arrive pas à prévoir une crise aussi énorme que cette perte qui a infligé 5,5 milliards de pertes à Crédit Suisse par la suite, qui était une des choses qui a discrédité un peu Crédit Suisse, qui a fait que les investisseurs ont douté de la capacité de Crédit Suisse à gérer ces risques. Donc, non, il y a une opacité qui entoure ces fonds et ça, c'est très difficile d'inverser parce que en 2007, vous aviez certains de ces fonds spéculatifs qui gagnaient 2 milliards par personne par année. C'est des montants énormes. C'est la nouvelle aristocratie de la finance, vraiment. Ouais. Ils ont construit des châteaux dans le Connecticut. C'est une véritable aristocratie très dominante à Wall Street qui peut acheter les lois. Et donc, il n'y a pas de régulation possible sur les fonds spéculatifs et les fonds de capital investissement. On est un peu bloqué avec ça. C'est des entités extrêmement puissantes. Tout ça est parfaitement réel. En 2008, les fonds du lobbying financier ont dépassé l'argent du lobbying de la défense, du secteur de la défense. C'est incroyable. Et là, en ce moment, je pense qu'il va aussi se passer la même chose parce que je vois qu'après l'échec de Crédit Suisse et sa vente à UBS, le Parlement suisse ne veut plus trop, elle est en train d'aller à reculons, il veut plus trop légiférer. Tout d'un coup, le soufflet retombe très vite. Un week-end passe et tout d'un coup, tout le monde change de discours. Tout le monde est maintenant très calme. Je reviens maintenant sur l'aspect très important que M. Lima a soulevé sur le jeu à somme nulle. Ouais. C'est pas tout à fait un jeu à somme nulle. Et vous l'avez dit, M. Lima, vous avez dit il y a des inégalités. Oui, parce que tant que le marché va bien, c'est certains secteurs qui vont profiter, les start-upers qui auront accès à du capital risque, les banques, les traders qui auront des bonus, etc. Et puis quand c'est la baisse, eh bien, c'est les simples salariés, les contribuables de base qui sont même pas exposés à la bourse. Il faut savoir que seuls 10% des gens sont exposés vraiment à la bourse. Le reste des gens dépendent d'un salaire. Hein. Et donc, ces gens-là, qui sont des salariés, ils participent finalement au renflouement, à la recapitalisation, à une garantie permanente pour le système financier. Et elle n'est pas rémunérée, cette garantie. Donc, il y a une asymétrie assez phénoménale qui est loin d'être un détail, qui pose aujourd'hui problème. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester comme avant. On ne peut pas simplement dire on est dans un équilibre de Pareto, ça peut rester comme ça peut durer. Les gens acceptent de moins en moins. Plus l'information se propage sur le fait que c'est nous, le public, qui sauvons les banques et que le reste du temps, on ne partage pas du tout les bénéfices des banques, eh bien, on a un gros souci. Et la finance non bancaire, qui est notre sujet aujourd'hui, elle y est quand même pour beaucoup, parce que c'est elle qui permet de générer les gains de loin les plus élevés grâce à des prises de risques phénoménales, mais qui ne sont pas couvertes. Donc, les acteurs de la finance non bancaire ne payent aucun prix pour assurer leurs risques. Et ils devraient payer beaucoup plus pour assurer leurs risques. Dans un système libéral, c'est comme ça. Moi, je suis une libérale et je dis, si je suis un acteur de la finance non bancaire, je prends des risques gigantesques, je fais des leviers de 200 fois, eh ben, je dois avoir de quoi couvrir ça. Hein. Je ne peux pas demander au public et aux simples gens de venir me couvrir après. Quand l'information va vraiment se propager, privatiser les gains et collectiviser les pertes. Très bien. Commentaire peut-être, Monsieur Delima? Non, je suis d'accord. Bien sûr, il faut aussi voir un peu, sur cette question du jeu à somme nulle, de voir sur un train historique un petit peu plus sur 10 ans, sur 15 ans, 20 ans, où vous avez aussi le secteur bancaire qui, par le biais aussi de ces stratégies de titrisation en particulier, parce qu'en fait c'est ça le sujet, ont quand même réussi à financer l'économie, à contribuer à la croissance, à développer aussi, à soulager la politique budgétaire publique. C'est-à-dire que soit on fait une analyse en instant T0, soit on essaie de voir un peu sur 10-15 ans, et c'est en ce sens-là où je pense que la réglementation doit faire un travail sur la contracyclicité ou la procyclicité de ces normes, de façon à
à éviter que lorsque ça se retourne, effectivement, on se retrouve avec des perdants qui vivent souvent un cercle vicieux à caractéristiques sociologiques un peu cumulatives, c'est toujours un petit peu les mêmes, les mêmes catégories de population, mais voilà, qui 15 ans avant ont pu, sous une auspice un peu différente de la croissance économique, aussi bénéficier d'un crédit immobilier. Il faut savoir que l'accès à la propriété est quand même essentiel dans la réussite des familles et que parfois, voilà, il faut voir un peu les choses de façon, je dirais, peu étendue sur l'échelle de l'histoire. Très bien, Madame Zaki. J'aimerais quand même revenir sur le G20 parce que dans un article publié sur Bilan en 2017, où vous étiez rédactrice en chef, je le rappelle, jusqu'en 2019, alors vous disiez que la finance non bancaire arrange tout le monde et le G20 y voit une saine concurrence aux banques tout en mettant des mises en garde. Pourquoi cela ? Le G20 a beaucoup édulcoré les rapports d'une année à l'autre. Le rapport de 2008 était très virulent, ça se voyait que c'était écrit par des régulateurs, et les rapports suivants, des années suivantes, sont devenus beaucoup plus soft. On sent qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les acteurs concernés, justement. Donc c'est ces fameux lobbyistes. Voilà, et tout l'argumentaire qui consiste à dire ils fournissent des liquidités au marché, oui. Ils rendent le marché beaucoup moins volatile, ils rendent service à beaucoup d'entrepreneurs, etc. Mais la réalité, c'est que évidemment, moi, j'adhère pas à ce propos que j'ai écrit dans, je l'ai cité. Mais moi, ce que je pense, c'est que la destruction de valeur qui vient régulièrement tous les 10-15 ans, elle élimine largement les bénéfices qui ont été faits. Par exemple, vous prenez UBS et Crédit Suisse, deux banques suisses très, très sophistiquées qui se sont exposées au marché américain entre les années 80 et les années 2010, voilà, et puis après se sont retirées petit à petit. Là, sur ces périodes-là, on a fait les calculs. Les gains qu'elles ont générés étaient phénoménaux et ont donné droit à des bonus faramineux de 30 millions par année, de ce que vous voulez. Mais ensuite, les pertes qui ont eu lieu, elles ont vraiment effacé plus que ce qui avait été gagné. Donc le bilan, il n'est pas bon. Et il y a plus de destruction de valeur que de création de valeur. D'un point de vue purement économique, financier, rationnel, terre à terre, vénal, tout ce que vous voulez, c'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. Mais les bonus ont été intégralement encaissés et ne sont jamais revenus dans l'économie réelle. Donc, ça joue pas. Les incitations ne jouent pas. Outre le fait qu'il faudrait réglementer la finance non bancaire et mieux assurer les bilans des banques eux-mêmes, il faudrait aussi s'occuper de gouvernance, c'est-à-dire des bonus, et les déconnecter de l'incitation à une prise de risque maximale au sein des banques. Mais là aussi, on a un blocage. Le discours va être non, si vous plafonnez les bonus et vous faites ce genre de mesures communistes ou socialistes ou d'extrême gauche, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez décourager les meilleurs, les talents de venir dans les banques. Eh bien, pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui, sur le long terme, sur la durée, il crée plus de valeur qu'il n'en détruit. Et ça, on attend toujours de voir. Donc, moi, je suis pas du tout contre. C'est pas de faire de la critique facile, bête et méchante. Pas du tout. Il faut juste qu'on nous prouve que ce type de trading, d'exposition au marché et de prise de risque, sur la durée, sur 20 ans, sur un cycle complet de bourse, de hausse et de baisse, ne détruit pas plus de valeur qu'elle n'en génère. Voilà. Très bien, Mirette. Justifie les bonus. Il faut les justifier, pas juste sur un cycle court de marché, de hausse, mais sur un cycle complet de hausse et de baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parfaitement. Parfaitement, Madame Mirette Zaki. Alors, Pascal de Lima, vous avez évoqué tantôt justement le problème de fraude qui est généré d'une manière peut-être indirecte par l'activité des shadow bankers, si cette expression vous sied. Alors, est-ce que justement cette activité favorise une certaine forme d'évasion fiscale, notamment en Europe ? Oui, alors l'Union européenne est dessus. Effectivement, il y a un risque d'évasion fiscale, il y a un risque, pas que d'évasion fiscale, d'ailleurs de fraude de toutes sortes, c'est assez complexe comme sujet. Et l'Union européenne a un certain nombre de directives sur cette question-là pour éviter aussi tous les paradis offshore. Mais là, j'ai l'impression un petit peu que c'est le monde de la banque de 2007-2008 dont on parle, c'est-à-dire que
Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'avancées qui ont été faites aussi, sans parler du Dodd-Frank Act aux États-Unis, sans parler évidemment de la régulation du comité de Bâle, en particulier aujourd'hui Bâle 4, en particulier, et toutes ces normes de liquidité qui sont, vous savez, le monde bancaire est ultra réglementé. C'est quelque chose d'assez colossal. Je pense que c'est le secteur le plus réglementé. Et bien évidemment, quand Volkswagen a un problème, c'est presque moins grave que lorsqu'une banque, parce que la banque brasse de l'argent et qu'il y a une relation à l'argent dans l'économie qui est toujours problématique. Ouais. Moi, je dirais, sur le sujet de la fraude, que beaucoup d'efforts ont quand même été faits, qu'aujourd'hui, on a un vrai souci, mais qui sont liés à des périmètres géographiques et géopolitique bien précis, où il y a une augmentation de la fraude et de la cybercriminalité dont la finance de l'ombre est une courroie de transmission, constat, cause, je dirais, les zones un peu géopolitiques, Russie, etc., pays de l'Est, qui sont des acteurs importants, 40% des fraudes aujourd'hui sur certaines banques que je ne citerai pas viennent de ces pays-là. C'est absolument énorme quand ça provient que d'un seul pays. Et par conséquent, les conséquences de cela, c'est qu'il faut renforcer encore cette régulation, mais on est confronté toujours à des enjeux qui nous dépassent un petit peu, qui sont les enjeux géopolitiques, et la mondialisation, qui fait que la fraude vient plus, bon, pour parler un peu de Paris, ne vient plus de la région parisienne, elle vient de l'autre bout du monde, avec des tensions derrière politiques qui sont complexes, de plus en plus complexes, mais voilà, de façon globale, je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Je pense que on a aussi des experts qui travaillent au quotidien là-dessus, dans le monde du consulting. Bon, j'en fais partie, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais je pense que vraiment, il y a une vraie volonté aujourd'hui, au travers de la RSE, l'environnement, les technologies, d'essayer de progresser un petit peu. On vient de vivre une crise de la Covid, on a une guerre en cours. Je pense qu'il y a aussi du côté du monde de la finance des gens qui ont conscience d'une vraie volonté de faire des choses un petit peu nouvelles, de sortir un peu de ces logiques tout à fait réelles, qui sont proches de cette crise financière aux États-Unis, dont d'ailleurs les agences gouvernementales, Fannie Mae, Freddie Mac étaient les principaux instigateurs. Donc il y avait un lien entre les grandes institutions politiques et publiques et aussi le monde de la finance. Tout cela, je pense que je crois qu'on a avancé un tout petit peu, je crois. Je l'espère en tout cas, pas me contenter de verbiage, mais pour essayer de résumer au plus large possible, je pense qu'on va faire des efforts sur la question de la fraude et qu'il y a un monde qui est vraiment quand même assez, je le pense, assez peut-être plus responsable qu'on ne le dit parfois dans les médias. Très bien. Pascal Delimard, très rapidement s'il vous plaît, avant d'aller vers Madame Zaki pour une toute dernière question. Alors Jacques Attali, le Nostradamus économique de la France, si je puis dire, vient de prédire aujourd'hui une nouvelle crise financière majeure dès l'été prochain. Une réaction peut-être ? Oui, Jacques Attali que je connais bien, puisque j'ai publié Le voyage au cœur d'une révolution avec lui. Et je pense que bon, voilà, il faut une courroie de transmission. Le risque, il est réel. Je ne vais pas dire le contraire. Le pourcentage, c'est ce qui est important. Quand on stress test, on voit effectivement qu'il y a 30% de chances que Deutsche Bank fasse faillite d'ici 5 ans. Donc, c'est quand même important. Très bien. Madame Zaki, voilà. Une réaction par rapport à la déclaration aujourd'hui de Jacques Attali concernant une crise financière qui serait imminente dès l'été prochain peut-être ? C'est des prédictions faciles parce que dans le fond, depuis avant le Covid déjà, on a des guerres, des pandémies, des crises permanentes. On est en crise permanente depuis quasiment 15 ans. On a eu la crise de l'euro, la crise de l'immigration, les guerres, etc. Donc ce serait plutôt une déduction qu'une prédiction. C'est très facile, oui, mais surtout, qu'est-ce qui va se passer ? Comment, par où va venir le problème ? Voilà, il va venir par le fait qu'on va devoir continuer à donner trop de liquidités à un système qui est
hyper endetté, qui est obèse, et on va créer de nouveau de l'inflation. Ça va réduire le pouvoir d'achat des gens. Il y aura des contestations fortes parce que beaucoup de gens vont un peu se paupériser. Très bien. Et que la machine de la redistribution, malheureusement, elle est détraquée. Très bien, Madame Zaki, merci à vous. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la Suisse. Pascal de Lima, merci également d'avoir été avec nous en direct depuis Paris. Chers téléspectateurs, les pros de l'écho, vous l'aurez compris, touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle thématique économique. D'ici là, restez fidèles à L24 News. Excellente soirée à vous. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.